À milieu de l'Atlantique, du côté de Saransk, un jeune Karl Rosnik nommé Ivan enterre le corps de ses parents morts. Il y a peu de faim, de froid, difficile à trancher en ce rude hiver 1940. Le printemps apporte un peu de répit et un soleil qui fait fondre la glace, tandis qu'aux portes de l'Europe taché est le dessin, piétiné par les bottes de la Wehrmacht, soutenu par les puissances de l'Axe. Ivan est inquiet, tout comme ses congénères. Il apprend à se taire en ces temps de grande purge, et parfois le silence ne peut même pas t'aider. Sur une maladresse, ses voisins disparaissent, emmenés par le NKVD. Alors de raison, il se muselle et marche au pas. La Mossad, une logique que tous suivent d'une vie sans éclat, jusqu'à ce que les Allemands les envahissent. C'est l'opération Barbarossa. Le petit père des peuples a méprisé les signaux, envoyé au goulag 3/4 de ses généraux. Son infanterie devient de la chair à Panzer, marché méthodiquement selon les plans du Führer. Au mois de juillet, la ville d'Ivan s'est vidée. Les hommes au front à 17 ans sont mobilisés. Lui ne dort plus qu'une nuit sur deux, puisque sa patrie le demande. Même les anciens tsaristes viennent travailler dans les champs. Et dans cette guerre, la seule qui déserte, c'est la victoire. Arrive une dépêche, Tallinn est défaite. La ville de Lénine, encerclée par les chars, pour rayer l'Union soviétique de la carte et des livres d'histoire. Au fond, il fallait qu'un drame fort frappe le pays entier pour le souder. Ivan délaisse la faucille pour les armes. Il en a plus qu'assez d'attendre dans la peur à se saouler. Deux semaines plus tard, la veille d'une bataille qu'il payera de sa vie et celle de ses autres gars, le général prend soin de remplir leur tête de colère, leur cœur de courage et leur panse de vodka. Armé d'un fusil russe comme seule compagnie, Ivan appréhende. Les commandants disent qu'ils devront attendre pour intervenir et se camoufler sous une fumée dense qui s'échappe de leur char devenu des cendres. Ivan entend le signal, ses bras se serrent sur la crosse à l'instant où le chef s'élance, hissant ses pieds lui dire stop. Mais son camarade le pousse et dans le plus grand silence, ils arrivent au premier char, un T-37 comme les autres. De la fumée noire partout, des cris d'agonie, un cocktail de sang, de chair, de membres. Qu'ils soient soviets ou nazis, on ne pourrait le dire, puisqu'il n'y a que sur le cœur qu'ils avaient laissé leur insigne. Et pour les tanks, c'est la même soupe. Des obus traînent à leurs pieds, prêts à rendre leur dernier souffle. D'un geste à l'équipe, on signale que la zone est sûre, sans avoir pris soin de regarder vers le bosquet plus au sud. Là-bas, un Allemand voit les Russes dans son viseur, achever les leurs et laisser les siens crever, mourir de douleur. Il récupère un fusil rouge et par la nuit guerrière s'allonge sur le ventre et arme son Mauser. Pas d'happy end pour Ivan, il regarde son acolyte. Le reste de la troupe, c'est le calme avant la tempête. Et il n'entendra que le son du chargement, le clic de la balle entrée dans sa tête. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimistes. Je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur
et se sont rués dans les nihilismes de l'époque.